Téléspectateurs des Banconi du district de Bamako, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans l'émission Les Grands Jurys. C'est devant donc le grand jury que le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali a décidé de rompre le silence après une longue période de trêve. Le professeur Clément Dambélé est notre invité de ce soir. Professeur, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keita du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Et nous avons également Chana Takiou qui nous revient fraîchement de la Mecque. Chana, merci. Elle a dit Chana Takiou, hein, votre accoutrement le montre déjà. Elle a dit bienvenue. Merci beaucoup. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux ou la radio Renouveau FM, encore la 98.1 FM. Professeur, votre réaction sur la composition du jury? C'est très bien, je le connais très bien. Vous savez, M. Chana Takiou, c'est une de mes premières références de la révolution au Mali. On en discutait tout à l'heure. Moi, je l'ai connu avant Omar Mali. Chana était un ancien révolutionnaire? Oui, c'est lui qui nous a entraînés dans les rues de Bamako contre Moussa Traoré pour jeter les pierres contre les édifices. Et puis il nous a demandé de tout casser, qu'on va tout reconstruire. Pour la petite anecdote, la première fois que je vois quelqu'un sur la scène, je me rappelle très bien, c'était d'abord le lycée Aski, après le lycée Bouyagui, où il y avait un de ses disciples qui s'appelait Saddam, qui le suivait beaucoup. Moi, j'étais très jeune, je devais avoir 14 ans. Et Chana tenait ce discours. Et si vous n'êtes pas capable de mener la révolution, il faut que vous mourrez avant la mort. C'est une phrase que j'ai retenue, que j'ai gardée. Donc Chana vous appelait à la casse? Non, pas à la casse. Oui. Il nous appelait à ce que Karl Marx disait, que mener une révolution sans la révolte, c'est une renonciation. Il nous appelait à la révolution pour le changement. On a cru en lui, et moi je l'ai suivi à cette époque. Après, je l'ai découvert grand journaliste, mais moi j'avais gardé l'image que Chana était un homme de terrain plutôt qu'un journaliste. Donc, pour moi, je suis en face d'un révolutionnaire. Et le grand frère Keita, qui est le premier secrétaire général de l'AM de Gao, avant d'être journaliste. Donc je me retrouve devant des aînés, des grands frères, qui nous ont appris ce que le philosophe Nietzsche appelle la renonciation. La renonciation qui est cette forme d'acceptation des choses, de la vérité. Et je suis très fier d'être devant eux, j'apprends avec eux, j'ai appris avec eux, on continue à apprendre avec eux. Et vous êtes mon jeune frère. Je me rappelle la première association que j'ai créée au Mali, où j'étais membre de cette association. Et donc, je vais prendre un peu l'audace ce soir, dire que je vous ai appris beaucoup de choses. Que les Chana m'ont appris. Abdraman, qu'est-ce que vous attendez du professeur? Oh, bon, vous venez de présenter, en le présentant, dire que ça fait longtemps qu'il n'est pas sur la scène. Ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à dire. Parce que beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis qu'il est redevenu silencieux. Et l'un des acteurs les plus actifs et les plus brillants à l'époque du M5 RFI aujourd'hui accepte de venir ici. C'est qu'en réalité, il doit en avoir beaucoup sur le cœur, dire, et nous comptons vraiment lui tirer le verre du nez pour le plus grand bien des téléspectateurs et des auditeurs de la radio Renouveau. Chana, est-ce que déjà vous rassurez tous nos téléspectateurs que vous ne serez pas complaisant face à Clément après tout ce qu'il a pu dire sur vous? Non, pas du tout. Je découvre un Clément très simple. Et si j'ai été son leader à un moment donné, je pense que l'élève a dépassé le maître. Aujourd'hui, il occupe la scène, il occupe le terrain, parce qu'il disait que j'occupe le terrain. Il occupe le terrain. Je pense qu'il fait un bon travail. Nous allons parler. Voilà. Je pense que l'élève a dépassé aujourd'hui le maître. Peut-être avant de passer la parole au professeur, en 1 minute, 2 minutes, si vous pouvez nous faire les billets retour de votre billet retour de la Mecque. Oh. Je suis toujours fatigué, la voix un peu prise, parce que les 10 derniers jours à la Mecque, c'est vraiment des actes de prière, de dévotion. On ne dort pas. Le peu de temps pour dormir, c'est entre 6h midi. Vraiment, c'est un autre monde, une retraite spirituelle, où on se sent en contact avec Dieu, où
tu ne rencontres que des gens bons. Personne ne veut faire du mal à l'autre. Tout le monde implore Dieu. Vraiment, c'est des grands moments. Et je souhaite à tout le monde d'y aller pour vraiment le vivre, parce qu'on ne peut pas le raconter. D'accord. C'est sur ces propos sains que j'ai envie de poser la première question au professeur Clément. Déjà, depuis votre, si vous voulez, Abdraman, depuis la mise à l'écart de l'ex-président de la transition, Bandao, professeur Clément s'est fait rare sur la scène publique. Déjà, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas digéré les conditions dans lesquelles votre ami Bandao a pu être débarrassé du pouvoir, par exemple? D'abord, Bandao, ce n'est pas un ami, c'est mon père. Tout comme il est le père de Assimi qui l'a déposé. Vous réclamiez son amitié publiquement? Oui, je réclame mon attachement. Un père peut être un ami. Je réclame mon attachement beaucoup plus qu'une amitié. C'est comme un père. Je l'appelle mon père, il m'appelle mon fils. Tout comme Assimi l'appelle mon père, il appelle Assimi son fils. Oui. Si quelqu'un doit avoir le cœur serré pour son déposement, pour son dépôt plutôt, ça doit être plutôt Assimi. Moi, je suis le fils qui ne l'a pas déposé. Okay. Donc non, je ne regrette pas, parce que ce n'est pas moi qui ai posé un acte. Je regrette ce que je fais. Et deuxièmement, je n'ai pas à dire que j'ai digéré ou pas. Que c'est pas moi qui ai nommé, je vais dire comme ça, Bandao, qui l'a enlevé de son champ pour l'amener comme président de la transition, et c'est pas moi qui l'a renversé. Donc je n'ai rien à regretter, rien à envier. Et il était là comme président de la transition à un moment, il y a eu des incompréhensions, et puis il n'est plus président de la transition, et il est vivant, il continue à faire son travail dans les champs. Le Mali continue. En clair, nombreux sont les Maliens qui n'ont pas compris le silence de Clément en ces derniers temps. Mon silence, c'est une affaire personnelle. Moi, j'ai perdu ma mère le 3 février dernier. Et avant, elle était malade. Ma maman, elle a vécu longtemps. Elle est décédée à 93 ans. Et je suis parmi les petits-enfants. Moi, je suis le 8e enfant, le premier garçon de ma mère. Pendant plus de 10 ans, j'ai voyagé avec elle. On a fait le Canada, on a fait la France. On a beaucoup voyagé ensemble. C'était ma plus grande amie. C'était ma confidente. C'est mon grand amour. Ma mère, je la place au plus haut niveau de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, je l'ai perdu le 3 février. C'est le plus grand vide que je ne pourrais jamais combler. Et ça m'a fait trop mal. Clément est en deuil. Beaucoup plus que un deuil, c'est un arrachement. C'est un arrachement. J'ai vécu moi. Juste après la mort de ma mère, j'étais très malade. Et puis, j'étais hospitalisé à l'hôpital, à la clinique Pasteur. Et puis après, j'ai décidé de m'éloigner un peu des projecteurs pour le respect de la mémoire de ma mère. D'accord, Abdraman, sur ce point précis, son retrait de la scène publique. Moi, je pense que surtout les conséquences de ce retrait, puisque vous avez quand même joué un rôle prépondérant dans l'avènement de cette transition que nous sommes en train de vivre. Je l'ai dit dans ma présentation, que vous étiez un des acteurs les plus brillants, les plus bruyants, je veux dire, du combat. Oui. Et puis aujourd'hui, quel rôle peut-on vous attribuer ou vous attribuez vous-même dans ce qu'on appelle le Mali Koura aujourd'hui? La rectification. Quel est votre rôle dans le dispositif actuel aujourd'hui, après tant de combats menés, après tant d'efforts abattus pour l'avènement? Comme il revient de la Mecque, il y a dans le bouddhisme, le livre central de la pensée bouddhiste qu'on appelle la sagesse, qu'on appelle le Mahabharata, où à la page 758, édition Gallimard 1959, dit, je cite, lorsque vous vivez dans une anarchie d'esprit, renoncez à vous exprimer pour ne pas tomber dans l'histoire qui vous jugera idiot. Je pense qu'aujourd'hui, les grands esprits et les grandes intelligences peuvent aussi observer le silence. Nous sommes dans une anarchie aujourd'hui, professeur Clément. De l'esprit, oui, de l'esprit. Parce que quand on voit que le Mali a discuté sur les réseaux, le Mali est devenu la République de Facebook, que ce sont des pseudo-journalistes qui aujourd'hui sont écoutés,
que ce sont des gens qui n'ont ni sens, ni esprit, ni orientation, qui se permettent de nous déballer combien d'armes on a acheté, combien d'hélicoptères on a acheté, etc. Quand on voit des gens qui sont capables de venir dire, et je ne m'attends pas à M. là-dessus, ce n'est pas pour le défendre, mais qui sont capables de venir contredire le chef du gouvernement, alors que ces gens ne sont absolument rien autre dans la République que ce qu'ils occupent, c'est quand même grave. Vous êtes en train de remettre en cause les mêmes canaux par lesquels vous êtes passé. Oui, c'est sur ces mêmes canaux que beaucoup de Maliens ont vous êtes révélé. Comment j'ai été connu? Je pense que Sidibé, s'il ne dit pas, s'il dit pas la vérité, mais je n'ai pas été connu. D'abord sur Facebook. Moi, mes premières apparitions, c'était d'abord la radio. Renouveau fait partie des radios qui m'ont interviewé. On parle de vos premières apparitions. On parle des apparitions qui vous ont révélé. Non, j'arrive, M. Keita. Ensuite, après la radio, moi j'étais beaucoup sur la radio. Renouveau, Kaira, Djekafo, etc. Les radios classiques, et même Bamakan. Même si on en parle très peu maintenant. Ensuite, j'ai été révélé à la télé. Il fait partie des tout premiers jeunes qui m'ont invité à la télé. Ensuite, je commence à apparaître quelques mois après dans la presse écrite. Je connais très bien mon parcours. J'ai été souvent critiqué dans la presse écrite. Et parfois, on trouvait que je suis un peu trop violent, virulent, etc. Donc, je commence à apparaître sur la presse écrite. Maintenant, quand on a commencé le mouvement, et ça, je ne peux rien contre ça. Et il se trouve qu'il y avait la mode qui n'est qu'un phénomène d'effet éphémère et qui s'explique par sa singularité, qui se démode après. Donc il y a un phénomène de réseaux sociaux qui arrive avec des journalistes, avec des trucs, donc qui viennent te filmer. Tu ne peux pas non plus sur le boulevard de l'Indépendance leur dire de ne pas te filmer. C'est pas moi qui les invitais. Et quand tu fais une conférence de presse, quand tu invites Charana, tu invites M. Keita, tu invites Barou, et qu'il y a derrière une dizaine de journalistes qui se pointent avec les téléphones qui te filment, tu ne vas pas dire, écoutez, vous les recevez régulièrement chez vous. Oui, moi je les reçois, même demain, si je veux faire une émission, moi je les reçois chez moi. Voilà. Pour la simple raison. Moi je les reçois sur moi. Mais je vais vous dire une chose. D'accord. Il y a beaucoup de demandes, et certains peuvent témoigner, que beaucoup de demandes qui sont faites à mon égard, que je refuse, pour la simple raison que, je ne veux pas qu'on me présente comme étant un activiste animateur, et deuxièmement, quand je vois qu'un journaliste n'est pas d'une bonne qualité de la fibre, je renonce à faire une interview. Et d'autant plus qu'il y a 2-3 journalistes régulièrement que vous voyez qui viennent chez moi, et derrière il y a une bonne dizaine, trentaine que je refuse. Parce que je l'ai dit et je le répète, je ne veux pas qu'un jour Chahana me dise ou M. Keita me dise écoute Clément, tu n'es plus vraiment un intellectuel comme on pense, parce que tu ne sais pas faire la différence des choses. Parce que je l'ai dit toujours, comme disait Nietzsche, je le répète, quand tu ne veux pas avoir de la puce, tu cesses de fréquenter les chiens. Donc moi je m'éloigne de tout ce qui... C'est sur cette pensée philosophique que je vais passer aussi la parole à Chahana Takio. Et M. Clément, je pense que Clément est un phénomène. Oui. C'est un phénomène. Moi, je voudrais comprendre ce phénomène, Clément, en vous demandant d'abord ce que vous faites présentement. C'est-à-dire qu'on dit que professeur Clément, est-ce que vous enseignez toujours, ou quelle est votre activité principale qui vous procure vraiment le titre, il y a une semaine, je viens de rentrer de Valferdange de Luxembourg, où j'enseigne l'histoire de la pensée politique et philosophique. J'enseigne à l'IPR de Katibougou. Vous êtes un fonctionnaire de l'État? J'enseigne à l'IPR de Katibougou. Je demande si vous êtes un fonctionnaire ou bien vous prenez des heures supplémentaires comme ça. Non, je ne prends pas des heures supplémentaires. Je suis affecté à l'IPR depuis 2014 et j'enseigne comme fonctionnaire. Mais est-ce que vous respectez les règles liées à ce fonctionnaire enseignant? Parce que toutes les heures qu'on me donne... Parce que vous êtes chaque fois dehors, vous faites souvent... En fait... Est-ce que vous êtes régulier à l'IPR de Katibougou? Oui, je suis régulier à l'IPR de Katibougou. Vous savez, beaucoup de gens ont vérifié. Je suis au courant. Je peux vous citer le nom de quelques hommes politiques qui sont même allés vérifier à l'IPR de Katibougou pour savoir si je viens donner les cours. Vous enseignez quelle matière là-bas? À l'IPR de Katibougou, j'enseigne le cours de communication en milieu rural. J'enseigne le cours de méthodologie de la recherche et de marketing agricole. Et j'ai mon champ qui me permet de mieux vivre que l'enseignement, beaucoup plus que l'enseignement. J'ai un champ que je cultive au Mali, où actuellement je viens de planter 4000 papayes, et quand les fruits vont arriver, je vais vous servir.
Merci d'avance. Dans quelle proportion? Allez-y. Par rapport à son la quantité qu'il veut manger. D'accord. Donc, cela dit, vous avez une association qui lutte contre la corruption. Et le chômage. Bon, on a vu des arrestations spectaculaires à un moment donné, notamment celle de Boubei. Tout le monde sait comment cela s'est soldé. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de la lutte contre la corruption, parce que vous étiez un champion au niveau de la société civile? Aujourd'hui, il n'y a pas de lutte contre la corruption. Et je l'ai dit, je le répète et je l'assume. Aujourd'hui, il y a une lutte, il y a une pseudo-lutte contre la corruption qu'on essaie de masquer avec une couverture politique et faisant croire dans une idéologie obscurantiste, faisant croire au peuple qu'on est en train de faire des choses alors qu'on passe carrément à côté des choses. Je m'explique. Mais je pense que cette transition, c'est l'occasion en or de faire véritablement la lutte contre la corruption. Sans aucune volonté de défendre Boubei Maïga, je fais partie de ceux qui disaient que je ne peux pas comprendre dans la logique intellectuelle des choses que Yamoussa, général ou colonel, je ne sais plus, général Yamoussa Kamara fasse un livre où il dénonce Boubei dans ce livre et que Boubei soit vivant. Kassougué, qui est le porte-étendard en tant que procureur du pôle économique à l'époque, qui devient ministre de la Justice, et que les trois acteurs sont là, qu'il n'y a rien qui se passe. Et moi, j'avais dit à l'époque qu'il faut quand même entendre Boubei, et s'il est coupable, il faut le juger. C'est que je n'ai pas compris à un moment, et que je l'ai tout de suite dit dans ma réaction, qu'on arrête Boubei et qu'on laisse paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, sans être interrogé une seconde. C'est du grand n'importe quoi et je l'assume. Il faut dire la vérité un moment. Qu'on arrête Boubei et qu'on n'a pas entendu qu'aucun militaire dans cette affaire n'a été arrêté et que le peuple malien soit informé. Qu'on arrête Boubei et tout ce qui s'est passé, ça c'est une chose, mais qu'on l'arrête et qu'on arrête la dame Fili Boiré et qu'on l'arrête et que les gens applaudissent en disant « Vive, on a arrêté un mythe ». Et ce n'est pas ça qu'on appelle la lutte contre la corruption. Moi, je voudrais que tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire soient arrêtés au même titre, parce que la justice, c'est l'égalité dans le traitement. La justice, ce n'est pas l'équité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Chana doit être arrêté parce que ça m'arrange et que je laisse M. Keïta. Ça, c'est l'équité. C'est-à-dire que je fais le partage selon ma vision des choses. Mais l'égalité, c'est que... Sauf que si on se souvient, Clément Dambélé avait félicité à l'époque avec cette arrestation de Soumaïlou Boubei Maïga au nom de votre plateforme. Vous avez félicité l'ouverture. Je féliciterai toujours, que je féliciterai toujours et je le félicite encore. Moi, je m'assume. Mais j'ai dit encore une fois, arrêtez. Vous trouvez que c'est une lutte sélective? Voilà. Arrêtez Boubei et ne pas arrêter les autres. Il y a des DAF, il y a des choses. Il y a beaucoup de militaires, de colonels, de généraux qui sont impliqués dans cette situation. C'est clair. Jusqu'à la réception de matériel. Il y a quand même des gens qui ont servi à négocier l'achat. Il y a des gens qui ont décaissé. Il y a des gens qui ont essayé le matériel, les hélicoptères Pakoti qui ne voulaient pas, qui ont fait des dossiers, des rapports disant que tout va bien. Il y a des gens qui ont mené des démarches. Boubei seul ne peut pas faire ça. Donc il y a tout un groupe, il y a tout un amadou de personnages, de personnalités impliqués dans cette affaire. Allez-y, Abdraman. On ne peut pas se limiter à Boubei et à Boiré. Je pense qu'il y aura d'autres acteurs. Oui. Et s'il y a des intouchables dans la République, on nous dit. Allez-y, Abdraman. Au moment où vous parlez de sélectivité dans la procédure, il y a des gens qui soulèvent déjà la question de l'illégalité même de la procédure, puisque Boubei n'aurait normalement pas dû être interpellé en l'absence d'une assemblée nationale. Parce que son juge serait passé par là. Il jouit d'un privilège de juridiction. Absolument. Et la Cour suprême, avec des arguments que certains estiment tirés par les cheveux, pensait qu'il était opportun de l'arrêter pour ne pas tomber dans ce qu'ils appellent... j'ai oublié un peu vous savez, M. Keïta, pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur cette illégalité de la conclusion? Non, pas la conclusion. Allez-y. Moi, j'ai fait des études de philosophie, je n'ai pas fait droit. L'extinction de l'action publique. Je ne m'aventure pas dans les ouvrages juridiques. Je fais partie de ceux qui sont contre la Haute Cour de justice. Et je l'ai dit, et je l'ai déjà dit, et je le dis, je le dirai demain. Je suis contre la Haute Cour de justice et je suis contre le fait que
en tant qu'aristotélien... Oui, vous pouvez être contre, non. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. À partir du moment vous parlez de où elle existe, où la Constitution la consacre, de l'arrestation c'est qui est légal. Voilà. Donc Boubé a été victime entre guillemets et que ça n'a pas été fait dans le cadre juridique. Vous parlez de ça. C'est clair. Moi, je vous dis, je fais des études de philosophie et je n'ai pas fait des études de droit. Donc je ne vais même pas rentrer dans ce détail pour la simple raison. Or, nous parlons de droit ici et non pas de philosophie. Il faut que vous le sachiez aussi. Non, mais je vais arriver, je vais vous répondre. Mais tout simplement, que lorsque quelqu'un est soupçonné de vol dans une république, et je l'ai dit en tant qu'aristotélien, que peu importe la procédure pour moi, que la première procédure qui a été violée, là je parle en tant que philosophe et non pas en tant qu'homme de droit, la première procédure qui a été volée, c'est l'acte premièrement posé. C'est le voleur qui a volé, qui est soupçonné. Qu'il accepte quelle que soit la formule, qu'on l'arrête et qu'il soit jugé. Mais ce qui est dommage, c'est que Boubé n'a pas été jugé. Ça, c'est très très dommage et je condamne cela. Il aurait dû être jugé et que la machine doit aller plus vite. Pour être jugé, parce que quand on t'arrête, ça veut dire qu'on a toutes les preuves et moi je suppose qu'on peut te juger. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de droit? Qu'est-ce que vous pensez de... Vous ramenez tout à la philosophie. Un tribunal de première instance ou que... Monsieur Clément, moi je l'ai dit à ce qui me concerne. On va organiser Clément, professeur Clément. Qu'on t'arrête. D'accord, Chana, pour terminer. Si tu n'es pas coupable, professeur Clément. Allez-y, Professeur Clément. Allez-y. Vous et votre mentor, Sinsine Koulibaly. Koulou n'est pas mon mentor, Koulou est un ami. Il n'a jamais été mon mentor et il ne sera jamais mon mentor. C'est ton patron. Je pense que vous êtes beaucoup plus mon mentor que Maurice Saint-Koulibaly. Il n'est pas mon patron parce qu'il ne m'a jamais payé, il ne m'a jamais donné un centime. Il écoute en direct là, et puis s'il ne le fait pas, je l'interpelle devant Dieu, et devant le Coran, parce qu'il est musulman, et devant tous les musulmans. Il n'est pas ton patron. Quel est votre lien? C'est un lien d'amitié parce qu'on se retrouve dans un combat. Et de collaboration. De collaboration. On se retrouve dans un combat et quand je suis venu au Mali pour mener la lutte contre la corruption, il s'est joint à ce combat en disant que lui aussi, il voulait faire le même combat. Et j'ai le témoin ce jour-là dans nos discussions. Et on a mené ce combat ensemble. Il s'agit de ça. Bon, moi je le considère ton parrain alors. Il n'est pas mon parrain. Parce que le parrain... D'accord. Ton partenaire. Moi, j'entends ça. Charles, si vous me permettez une seconde. J'entends souvent dire que Koulou est le patron de Clément, le financier de Clément, c'est le chef. Il n'est absolument rien d'autre que quelqu'un avec qui j'ai mené le combat de la lutte contre la corruption dans une relation amicale. Point. Koulou n'a jamais... Maurice Saint-Koulibaly bien sûr. Ma question est relative à ça. Un centime de francs CFA que j'ai mis dans ma poche. Et je n'en ai pas besoin. Ok. Un collaborateur dans la lutte contre la corruption. Merci. Il avait promis une longue liste de corrompus. Et vous avez promis aussi de dénoncer. Oui. Et rien ne fait jusqu'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des menaces ou des chantages ou bien... La liste a-t-elle disparu? Qu'est-ce qui explique... D'abord, personnellement, je n'ai jamais dit que j'ai une liste. C'est Maurice Saint-Koulibaly qui l'a dit. Je n'ai jamais dit, et vous pouvez aller vérifier. Vous avez dit que vous allez dénoncer. Oui, moi j'ai dénoncé. Est-ce qu'on peut savoir les gens que vous avez dénoncés? Baradi Tourala, l'affaire Baradi Tourala. J'ai dénoncé, je fais partie, la plateforme l'a fait. Et quel autre encore? Et Djara de Morubabou, Salah Djara de Bangleda, Banjougou Djawara de Kai, etc., etc. Nous faisons l'affaire de l'avion présidentiel, l'affaire de la loi d'orientation et de prévention militaire. Quand vous regardez le dossier avec Biprem, c'est ma plateforme qui s'est constituée avec Biprem. Et nous avons même un moment constitué, et j'ai même porté plainte contre 8000 fonctionnaires maliens qui ne déclarent pas leurs biens et qui refusent de déclarer leurs biens. 8000 fonctionnaires maliens. Nommément. Non, parce que le clé ne me donne pas le nom. Le clé dit qu'on ne peut pas me donner le nom. Et je remercie le procureur général Arizo Maïga qui m'a répondu, parce que quand j'ai déposé la plainte, il m'a répondu, il m'a dit, pour poursuivre, il faut des noms. Dans ce cas, allez-y voir le clé, M. Moumouni Guindo, parce que lui, il est en mesure aujourd'hui de savoir qui doit déclarer, qui n'a pas déclaré et qui sont les noms. J'ai demandé à Moumouni Guino et j'attends encore la réponse. On ne m'a jamais dit le nom. Mais en tout cas, symboliquement, je suis allé moi-même à la cour d'appel au bureau de M. Maïga, le procureur général, pour porter plainte contre 8000 fonctionnaires maliens qui ne déclarent pas leurs biens. Je pense que c'est aussi une façon de rester dans ce même chapitre. Et j'ai sillonné, pour terminer, j'ai sillonné plus de 4000 villages maliens pour aller annoncer sur la base de l'information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation,
pour dire aux gens, il faut qu'on se mette ensemble pour lutter contre la D'accord, corruption. ce qui est bien compris. Hein? Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble pour lutter contre nous allons rester dans ces chapitres judiciaires. L'affaire Bagaritola a connu un rebondissement ces derniers temps. Une bonne nouvelle pour vous qui luttez contre la corruption. Une bonne nouvelle pour Mamadou Kassogué. Ce n'est pas Mamadou Kassogué qui a... C'est une bonne nouvelle pour lui, parce que Mamadou Kassogué était procureur de la République, et il est procureur anticorruption à l'époque. Comment vous pouvez... Imaginez une seconde que vous étiez procureur, vous avez poursuivi un monsieur donc, qui a été l'objet de la plainte d'une plateforme qu'on appelle PCC, et qu'il est poursuivi pour avoir détourné plus de 9 milliards. Si ce monsieur est arrêté, emprisonné, et après vous devenez, par la volonté de Dieu sur le principe de la vérité, vous devenez ministre de la Justice. Pas procureur, mais ministre de la Justice. Ouais. Pendant ce temps, ce même monsieur est acquitté par le tribunal dont vous êtes le ministre, en disant que la procédure n'a pas été, ou en disant qu'il a été acquitté, qu'il n'est pas coupable. Vous imaginez une seconde. Est-ce que c'est le ministre qui dit les droits, qui rend la justice? Non, mais attendez, le procureur a vraiment poursuivi. Ce procureur a fait bien son travail. Oui. Et moi, je jure ici devant le Malien que les dossiers que nous avons constitués contre Bagaritola sont basés sur des faits réels. Je le dis, je le maintiens. Est-ce que vous avez apporté ces preuves-là à la cour d'assises? À Kassogué. Après, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. On a tout donné à Mamadou Kassogué. On a même mis quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom ici, et qui venait du côté de Bagaritola, qui a travaillé avec le cabinet de Mamadou Kassogué pour les faciliter la compréhension, pour les accompagner. Quand ces dossiers aussi costauds, aussi clairs et nets, arrive à un niveau et qu'on disculpe ces messieurs, ça veut dire que c'est la République à l'envers. Ce sont des valeurs morales et juridiques qui sont remises en cause. Et heureusement que Kassogué tout de suite communique en disant qu'il va mener une enquête interne et que le parquet a fait appel et que Bagaritola sera de nouveau jugé. Concrètement, c'est plutôt... Professeur, pour autant... Non. Oui. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie. Pour autant, on ne peut pas dire que Togola est coupable. Ouais, demain encore, on refait le jugement. Il peut avoir un non-lieu. Ce n'est pas parce que vous avez constitué un dossier costaud, 9 milliards, qu'il est forcément coupable. Accepter quand le tribunal... Qu'il soit présumé innocent. Libère quelqu'un, accepter, cela, ça fait partie du jeu démocratique. Monsieur Charna, moi, je ne suis pas contre la décision du tribunal. Mais je pose un principe moral que lorsque moi je vous prends votre vêtement et que devant témoin que M. Sidibé a la preuve que j'ai vraiment pris votre chapeau et qu'il dit non, finalement Clément doit disculper, on ne peut pas aller contre la volonté du tribunal. Mais il faut laisser la liberté aux gens de dire qu'ils ont constitué un dossier. Oui, la justice, Chana, s'il vous plaît, on va organiser le débat. À la justice, tu peux même être... Non, tu peux même commettre un crime, tu peux même voler quand tu n'as pas les preuves de ce vol, de ce crime devant la justice. D'accord. On te discute. Allez-y, c'est ça aussi la justice. Il faut accepter ces principes. Allez-y, Abdraman Souloué. Par rapport à ces dossiers, allez-y. Pas seulement le dossier. Il y a eu beaucoup d'autres dossiers. Il y a eu par exemple aussi le dossier des logements sociaux. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez du traitement qui en a été fait? Qu'est-ce que ça vous a laissé comme impression? Moi, j'ai un goût très amer sur ce dossier des logements sociaux. D'abord pour 3 raisons. La première raison, c'est que je ne peux pas comprendre que d'abord qu'on dise que les logements sociaux sont attribués à des pauvres, ou en tout cas à des gens qui n'ont pas de grands moyens, et qu'on retrouve le nom des ministres, des enfants, des ministres, des femmes, des ministres, et c'est un grand n'importe quoi. Excuse-moi l'expression, mais c'est un grand n'importe quoi. On ne donne pas aujourd'hui l'exemple aux Maliens qu'il y a un changement. Ce grand chant de sirène, de Malikoura, de dire que oui, le Mali a changé, tout va bien, c'est faux. Quand le citoyen voit sur le fait réel des déballages de... Oui, mais le dossier a connu une rectification. Moi, j'ai vu, le ministre il a fait un bon travail. Oui. Et professeur Kamena, parce qu'il prend des décisions administratives. C'est son pouvoir. Il dit qu'il a dissous la commission. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de sanction. Mais derrière, merci. On suppose que le travail a été mal fait, mais personne n'a été sanctionné. Merci, Charana. C'est là où je voulais en venir. Oui. Mais le ministre ne peut faire que ça. Mais derrière, on attend, le peuple malien attend aujourd'hui l'exemple qu'on doit lui donner
cette lueur d'espoir de dire que désormais, plus jamais ça au Mali. On a combattu Ibeka pour ça. Et ça ne doit plus avoir lieu. Et ce n'est pas seulement que Assimi Goïta doit demander à ce qu'on annule tout et qu'on reprenne, mais les auteurs, les responsables doivent payer. Et qu'on ne donne pas le sentiment aux citoyens que c'est seulement au plus bas niveau qu'on est réprimé parce qu'on est fautif, que même au sommet de la République, tout le monde est égal face à la loi. On parle aussi de la Canam. On prend l'exemple de la Canam. Oui. Comment vous pouvez imaginer que il y a des personnes qui ont été admises à ce concours qui n'étaient même pas présentes au Mali? Comment vous pouvez imaginer des gens qui ne se sont jamais présentés? Parce que tout simplement, c'est madame tel, c'est monsieur tel, c'est le neveu de tel. Mais des gens... À la police aussi, le quota de Tombouctou. Oui, à la police encore. On l'a pris à Bamako ici. Merci, à la police. Mais des gens, tout simplement, parce qu'à un moment, ils faisaient partie d'une corporation, peut-être parce qu'ils ont chanté à un moment, parce qu'ils ont crié, parce qu'ils ont montré les muscles, qu'on fasse encore ce genre de népotisme, de favoritisme. Monsieur Keita, ça nous donne chacun d'entre nous ces sentiments d'amertume. Je n'aime pas expliquer le mot échec. Moi, je suis mis en cas, je ne renonce pas, donc je ne dis pas que j'ai échoué, mais ça donne ces sentiments d'amertume, cette aigreur dans l'âme de dire que mais on a pris le risque de nos vies. On a fait sortir des millions de Maliens sur le boulevard. On a prié ensemble sur le boulevard de l'Indépendance. On a chassé Ibeka parce qu'on croyait à cet idéal qui nous réunissait tous en disant désormais il y aura un Mali transparent, par rapport à la lutte contre justice. Aujourd'hui, on voit que par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport à la lutte contre la corruption, ce domaine, ce champ bien déterminé de la lutte contre, qui est le vôtre d'ailleurs, sur lequel vous êtes beaucoup plus battu, engagé avec les autres, avec d'autres camarades. Les autorités semblent dire que beaucoup d'avancées ont été engrangées. Que tous les dossiers ont été transférés à la justice. Et la dernière sortie en date, c'était celle du ministre de la Justice, dont vous venez d'évoquer le nom ici, et qui est apparu à la télé à la suite d'autres collègues du même gouvernement pour énumérer, égrener le nombre de dossiers qui sont en train d'être étudiés, qui sont entrés dans la procédure judiciaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces mises en scène? Vous savez, est-ce que cela vous convainc au moins, bien que vous pensez que... Quand je faisais mon master 2 en gestion RH, on m'a appris quelque chose en statistique, qu'on peut tout faire avec les chiffres. Ça, je ne savais pas, parce que j'avais fait la philosophie et la littérature. Mais j'apprends quand je fais gestion qu'on peut tout faire avec les chiffres. On peut annoncer tout. Je ne pense pas que la lutte contre la corruption doit se limiter à dire qu'on a transféré les dossiers, on a déposé les dossiers, on est en train d'entendre les gens, on a récupéré 100 et quelques milliards sur 900 et quelques milliards. Et quand on fait une notation, ça représente à peu près 13,6% de la récupération de l'État. C'est quand même pas du tout quelque chose qu'on doit annoncer avec gloire. C'est pas fameux. Mais moi, c'est pas fameux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est que tout simplement, je prends un seul dossier pour vous dire qu'il n'y a pas de lutte contre la corruption aujourd'hui, si vous me permettez. Prenons le rapport du vérificateur général. Le chef de l'État avait annoncé que ces dossiers doivent faire l'objet de poursuites par le pôle économique. Que le pôle économique doit statuer sur le dossier et n'importe quel procureur pour travailler sur cela. Il en avait fait une recommandation. À l'heure où je vous parle, ce dossier n'a pas été l'objet de poursuites et encore pire, ma plateforme de lutte contre la corruption, et je vais vous annoncer cela, a constitué 14 plaintes pour 18 milliards de francs CFA. Nous avons déposé au pôle économique et on attend encore les résultats. Et pour une confidence encore, quelqu'un qui fait partie, un grand directeur qui est actuellement en fonction, qui fait partie de ce dossier, m'a appelé pour me dire qu'il a été informé que je l'ai poursuivi et que pendant cette transition, il ne peut pas être menacé parce que moi, je suis trop petit par rapport à lui. Quand on atteint ce niveau de déliquescence de l'esprit des gens qui se croient invincibles... C'est qui ça? Je ne vous dirai pas le nom. En attendant, quel intérêt avez-vous à cacher son nom? Je ne suis pas venu pour le plateau pour faire le débat. Moi, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un animateur sur Facebook. En attendant, on fait de la rétention. Je vous dis, M. Keita, aujourd'hui, on prend seulement le rapport du vérificateur général. D'ailleurs, lui-même, le vérificateur général, dit que son rapport, pour la première fois, peut être l'objet de poursuite. Il le dit lui-même. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire?
qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, quand j'entends, et je n'accuse pas Choguel Maïga, je le respecte, il n'y a plus de conflit entre nous. On est revenu. Si vous me permettez, quand j'entends qu'on ne peut pas aujourd'hui dire combien on nous avons d'autres sujets à évoquer au-delà de... Allez-y, très rapidement. Allez-y. Professeur, est-ce que vous savez que le rapport du vérificateur général n'est ni la Bible ni le Coran? Je sais. C'est des indices, des faisceaux, des soupçons. Ce n'est pas parce que dans le rapport, on a mentionné qu'un mec a gagné de 9 milliards, 8 milliards, que obligatoirement le monsieur concerné par cette gestion est voleur ou bien doit le poursuivre. Il faudrait avoir aussi, c'est-à-dire une ouverture d'esprit pour comprendre cette lutte contre la corruption. Ce n'est pas forcément parce que le rapport a détecté des manquements, des situations par-ci, par-là, que forcément, il faut des arrestations, forcément, le monsieur est coupable. Il faut que dans votre... qu'il y ait plus de circonstances. Dans votre association, dans votre plateforme, que vous tenez compte de cela et ne pas penser que parce que seulement le rapport a dit, il faudrait obligatoirement arrêter l'intéressé. Oui, mon cher Chana, dans notre plateforme, on n'a jamais pensé à cela. Et si vous me permettez, pour échapper à tout esprit de procès d'intention, dont je n'ai jamais dit que ce rapport, j'ai dit que parce que vous basez sur ce rapport comme si c'est le Coran ou la Bible pour dire que vous avez porté plainte. Non, c'est ce que vous pensez de moi et je ne l'ai pas dit. D'accord. Donc vous me faites un procès d'intention. Mais je veux allez-y, s'il vous plaît. Et si vous me permettez une seconde, si vous me permettez, je n'ai jamais dit que c'est une Bible ni un Coran. J'ai tout simplement dit que le vérificateur général dit que pour la première fois, son rapport peut être objet de poursuite. Et je n'ai pas dit... De tout le temps. Non, mais je termine, laisse-moi terminer. Pour la première fois, non. Ensuite, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que pour la première fois, de tout le temps, le vérificateur a toujours dit tel dossier... il faut l'envoyer devant le tribunal. C'est une forme de recommandation. Le chef de l'État dit, je recommande à ce que ce rapport soit remis... La volonté politique. Mais la volonté politique, c'est ce qui fait fonctionner. Oui, bien entendu. Soit remis pour l'ouverture d'informations. Allez-y, quand le chef de l'État... Clément, on va aussi s'écouter. Je demande l'ouverture d'informations judiciaires. Je ne demande pas qu'on prenne les gens parce qu'ils ont... Allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. Allez-y, Abdraman, je me permettrai... allez-y, quand publiquement... Vous allez aussi... Il y a vérification. Et s'il y a vérification, s'il y a acte posé... On va s'entendre sur la police. On va s'écouter. On lui a appris à grignoter le temps, à grappiller le temps sur le temps de ceux qui posent la question. Bon, c'est tout simplement pour faire d'abord une remarque. La première remarque, c'est qu'en réalité, si le président de la République lui-même, comme vous l'avez dit, le président de la transition, le chef de l'État, donne des orientations, le chef de l'État, le président de la donne des orientations, est-ce que ce n'est pas une immixtion d'un pouvoir dans un autre pouvoir judiciaire? Vous voyez, non, des choses que ce ne sont pas déjà. Jusqu'à présent, il est le premier magistrat. Il peut le dire, mais publiquement. Quand le problème le dit publiquement, les autres se sentent obligés. Ça aussi, c'est une vérité. De ne pas dire pointer, indexer, nommément des dossiers pour dire que le président, le chef de l'État veut avoir... L'indépendance de l'autorité judiciaire. Non, mais c'est pas... Mais c'est clair, il y a une... Par-delà, c'est là. Moi, je voudrais vraiment... Je voudrais savoir votre doctrine de la lutte contre la corruption. Parce que jusque-là, quand vous entendez en parler, vous n'évoquez que des cas de délinquance financière. La corruption elle-même, c'est un comportement qu'on rencontre dans les actes à longueur de journée. Dans la circulation routière, on voit des camions qui circulent sans frein, qui sont des dangers pour les usagers de la circulation routière. Et tout cela sur la base de corruption. Tout le monde est au courant. Mais on ne parle jamais de ça. Alors que c'est ça en réalité la corruption. Depuis qu'on parle de lutte contre la corruption, je n'ai jamais vu un seul dossier sur la corruption réelle qui implique corrupteurs et corrompus. D'accord. Vous me posez une très bonne question. C'est la première fois qu'on me demande de parler de ma doctrine de la corruption. Merci beaucoup parce qu'on ne m'a jamais posé la question. Et je vais vous répondre. Permettez-moi au moins 2 minutes sans m'interrompre. 1 minute, allez-y. Ma doctrine est très simple. La lutte contre la corruption repose sur 4 variantes. La première variante, c'est l'information. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans donner une véritable information aux citoyens. Les gens doivent être informés sur ce phénomène. Ils doivent maîtriser ces phénomènes, ils doivent comprendre ces phénomènes.
Et cette information doit avoir une vertu pédagogique. Ça veut dire qu'il faut impliquer la presse, il faut impliquer même les prêcheurs, il faut impliquer tous ceux qui sont en rapport avec les citoyens de la cité, qui doivent aller sur la base de l'information citoyenne. Deuxième variante, c'est la variante de la formation. Il faut former les gens dans la lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'il faut une probité, il faut mettre en valeur une morale qui montre que nous ne sommes pas des gens qui doivent voler. Le Malien est trop fier pour changement de comportement. Voler. Changement de comportement. Donc l'éducation, la formation dans le sens de l'éducation. Troisième variante, ça c'est la variante de la sensibilisation. Il faut donner un sens à la lutte contre la corruption. Tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il y a une incompréhension entre M. Chahana et moi. Quand il pense que dans mon cerveau, que je suis en train de penser qu'il faut mettre tout le monde en prison parce qu'il y a le rapport. Alors que dans mon intention, ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'il y a dans votre intention, c'est d'engager seulement des procédures. Une ouverture d'informations judiciaires. Et donc ça veut dire tout simplement, je comprends dans cet échange avec mon grand frère qu'il y a un problème de sensibilisation, c'est-à-dire donner un sens à la lutte contre la corruption. Tous les éléments doivent porter un sens. Et la dernière chose, c'est la mobilisation. Ce n'est pas seulement les gouvernants, ce n'est pas seulement les partenaires techniques et financiers qui viennent donner des milliards, qui disent que ouais, ça va, parce que non, c'est tout le monde, tous les Maliens. Le paysan dans son champ doit lutter contre la corruption. Le conducteur de Sotraman doit mettre tout en règle, c'est sa façon de lutter contre la corruption. Mais vous ne mettez jamais l'accent sur ça, ces petites cas, alors que c'est ce qui se fait. Petite corruption. Non, ce n'est même pas la petite, c'est une grande corruption. Parce que pour moi, à mon avis, la Sotraman qu'on laisse dans la circulation, on l'appelle petite corruption. Sans clignotant, sans rétroviseur, sans rétroviseur, si vous me laissez aller plus dangereuse que le cadre. Mais si vous me laissez procéder, aller jusqu'au fond de cette démarche. Peut-être 30 secondes, allez-y. Votre question. C'est une question très pertinente. C'est la première fois qu'on me la pose. Maintenant, s'il y a l'information, la formation, la sensibilisation et la mobilisation, du côté politique des dirigeants, il faut mettre en place un mécanisme qui empêche les gens de voler. C'est-à-dire que la prison n'est pas la solution. On a beau la répression. Oui, la répression. On a beau mis les gens en prison, d'autres vont continuer à voler. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'anticiper, dans la bonne gouvernance, de dire que finalement, on met en place un système pour empêcher les gens de voler? Moi, j'ai fait un rapport que j'ai déposé à la présidence sous Ibeka, que j'ai renouvelé sous Bandao, que j'ai renvoyé encore sous Assimi Goïta. C'est de mettre en place l'observatoire des dépenses publiques. C'est-à-dire, d'abord, cet observatoire va avoir comme rôle de digitaliser notre système de gestion administrative, financière, judiciaire au Mali. Il faut que la justice malienne soit digitalisée pour dans la pure transparence qu'on voit tous les actes posés. Il faut que l'administration soit digitalisée. Il faut que les finances soient digitalisées. Il faut rassembler, par exemple, le marché public en un seul bloc au lieu que tout le monde fasse de son côté. Il faut que le Malien, à un niveau bien déterminé, puisse avoir accès pour savoir l'information. Il faut que lorsque quelqu'un se plaint pour être victime, il faut qu'il y ait un tribunal spécial qui intervient rapidement. Il faut aussi que lorsque quelqu'un a volé qui est vraiment avéré, il faut trouver le moyen de récupérer les dus plutôt que d'aller sur le fait qu'on va payer 30% pour avoir la liberté provisoire. Tant qu'il y a la liberté provisoire, les gens vont voler parce que quand je vole 100 milliards, je paye 33 milliards pour sortir en liberté provisoire. Et on sait très bien que tous ceux qui sortent, qui sont en liberté provisoire, ne reviennent plus. D'accord. Donc, ça dit tout simplement qu'il faut mettre en place l'outil qui empêche de voler. Aujourd'hui, ce qui est plus efficace, c'est la digitalisation de notre système. Et cette digitalisation peut aller jusqu'à la contravention, et non pas sur le papier qu'on va donner, jusqu'à la contravention. Et aujourd'hui, toute la technologie est là. Et qui peut informatiser. D'accord. Dernière question par rapport à ça. Mobiliser et sensibiliser. Clément, allez-y. Ça, c'est ma doctrine de la Clément, avec les salaires de misère que nous connaissons ici au Mali, est-ce qu'on peut véritablement lutter contre ça? Bien sûr, parce que la plupart des gens qui volent des milliards, ce ne sont pas les moins bien payés. Moi, je vous donne un exemple. Si un Chahana touche 100 000 francs, 200 000 francs par mois, ce n'est pas lui qui pourra voler parce qu'il n'a pas accès à ces niveaux de corruption. Les plus gros corrompus au Mali, ce sont des gens qui sont des fortunés ou qui sont au plus haut niveau que l'État paye. Les plus gros corrompus, hein? Ah oui. Procédure. Ah oui, tous ceux qui ont été pris la main dans le sac, regardez leur train de vie, c'est des gens qui sont les mieux placés, c'est au sommet du poisson pourri par la tête. On va aussi évoluer dans l'émission Procès, s'il vous plaît. Sa volonté aux dirigeants pour dire désormais, lorsque il faut que vous arrêtez de voler parce que depuis la présidence du Mali, vous allez aussi obtempérer aux injonctions du président du jury. Merci, monsieur le président. Pour évoluer, vous et les M5 RFP, c'est finalement le divorce? Non, il n'y a pas de divorce. Parce que vous parlez de divorce, c'est comme quand vous dites à
à un chef de famille de quitter sa famille. M5, c'est ma famille, je fais partie des fondateurs. Je profite pour répondre à quelqu'un qui n'a rien compris dans le sens des choses. Et qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour un de mes camarades de M5 qui dit que M5 n'a pas été créé chez moi. Alors je vous explique parce que apparemment il faut que certains retournent à l'école pour comprendre le minimum, les fondamentaux. C'est qu'il n'a pas compris que EMK est le premier mouvement qui a été lancé. Vous répondez à qui déjà? Non, mais je... Si vous êtes... on fait trop de rétention. On vous sait courageux. Trop de rétention. Non, mais je ne vais pas faire le jeu de ce gars-là qui va se mettre en valeur pour dire que je vais faire un droit de réponse. Vous l'appelez gars et puis vous le... Et que je vais répondre demain Clément. Je ne vais pas le mettre en valeur pour ça. Donc je continue. Tout le monde sait parce qu'il a fait publiquement dans une interview. Il m'a cité, donc tout le monde sait. Maintenant, il dit que Clément lui-même dit que M5 a été créé dans son salon, ce n'est pas vrai. Mais c'est moi qui ai donné le nom de EMK. Chaque mois, Chisoro, Tchemogo, Maïga, Alou Sankari, Baba, Bouba, il m'écoute ce soir en direct qu'il y en a un seul membre du fondateur de EMK qui sort devant la dignité pour dire que ce que Clément dit n'est pas vrai. C'est moi qui ai donné le nom de EMK. C'est moi qui ai même dessiné le logo de EMK. EMK est le fondateur du mouvement M5 parce que c'est EMK qui a lancé le mouvement et les autres sont venus se greffer. Donc, quand je dis... MK a quand même été démarché par un certain Kaoudjim. Oui, non, mais on a été démarché, mais ça veut dire qu'on était déjà dans le mouvement. Pour être démarché, il faut commencer. Donc, ça veut dire que MK, et quand on lance l'idée de MK, c'était dans mon salon. Et c'est moi qui ai donné le nom, c'est moi qui ai baptisé, j'ai donné le nom de l'enfant. Ce qui est compris, le mouvement aujourd'hui est en perte de vitesse. Est-ce que professeur Clément a une part de responsabilité dans la situation actuelle du M5RFP? Certainement. Je pense que si on peut me reprocher quelque chose, c'est de ne pas avoir l'indélicatesse de la récupération. C'est de ne pas avoir l'indélicatesse de la récupération. Peut-être que j'aurais dû... Mais aujourd'hui, le talon d'Achille du M5, c'est le MK. Non, le talon d'Achille du M5, c'est pas MK, c'est-à-dire... La maison MK brûle aujourd'hui. La faiblesse aujourd'hui du M5, c'est vraiment cette association où il y a des divisions, il y a des incompréhensions, où vous voulez chasser le ministre Ikassa de MK pour le remplacer par d'autres personnes. Maïga aussi, vous voulez le remplacer par une autre personne. Et pour quelle raison? Abdelkader Maïga? Oui. Bon, moi je vous explique. Il n'y a pas... Vous savez, dans un mariage, il y a toujours... Est-ce que vous-même, vous n'avez pas abandonné MK? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ce matin, j'ai commencé à constituer une commission de médiation pour rencontrer Ikassa Maïga, Abdelkader Maïga, Tchemogo Maïga. Tchemogo, j'ai eu au téléphone, on a longuement échangé. Je suis allé voir Chokmar Sissoko, on a longuement discuté pour comprendre les différents points de vue. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis le Benjamin et que je vais lancer la médiation. C'est une scène de ménage, c'est interne et ça commence à sortir. Et rapidement, on va trouver la solution, on va discuter. Et ceux qui vont refuser cette médiation, qui vont refuser de revenir à la raison, ils ne font pas partie de MK. MK est au-delà des individus. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Moi, je fais partie de MK. Je vous disais tout à l'heure, c'est moi qui ai même baptisé le nom. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit dans le MK plus que vous, Chara, plus que Keita. C'est-à-dire que MK, quand vous mettez en place quelque chose comme ça, ça vous échappe, ça ne vous appartient pas. C'est un esprit. C'est un esprit. Un idéal. Un idéal. Et s'il y a des gens qui se sont mal comportés, on la ramène à la raison, on continue parce que c'est pour le Mali, ce n'est pas pour les hommes. D'accord. Moi, je vais vous citer. Je vais vous citer une fois parce que avant de venir, j'ai lu quand même quelques grandes phrases que vous faites. Le Mali, les hommes passent, le Mali reste. Allez-y, MK reste, nous on va passer. Pour votre dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, moi je ne suis pas MK. Oui, allez-y. Le M5 lui-même. Oui, allez-y. Le M5 lui-même, je ne sais pas, on aimerait savoir le regard que vous portez sur les vagues qui traversent le M5. Pas le MK seulement, le M5 lui-même. Vous avez contribué à bâtir. Oui. Ça, c'est Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la transition d'aujourd'hui, telle qu'elle est conduite, repose sur les leviers qui lui permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? La refondation. Ouais, pour la refondation. Alors, la première question, c'est que MK traverse des vagues. Il faut regarder tout ça. Non, le M5, au-delà de M5 plutôt. Il faut traversé par des vagues. Traversé par des vagues et même échelonné sur des vagues. Mais il faut regarder tout ça avec une certaine distance et puis avec une certaine sagesse. C'est que dans tous les grands mouvements du monde, quand vous faites un peu l'histoire de la pensée politique et philosophique, vous vous rendez compte que tous les mouvements ont subi
les explications dialectiques, ça. Non, c'est pas du tout la dialectique, c'est de l'histoire. Non. Même les autres mouvements que le M5 a remplacés, c'est la même chose. Monsieur Keita, je ne fais pas de la dialectique. Je ne fais pas de la dialectique ni de la transcendance, mais je fais tout simplement un constat. Et dire que aussi que M5, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ont essayé d'incarner M5 à travers quelques personnalités, ce qui est un jugement complètement faux. M5, ce n'est pas Choguel Maïga, ce n'est pas Clément Damélé, ce n'est pas Cheikh Oumar Sissoko. M5, c'est aussi ce paysan qui est dans son champ, qui aime le Mali, qui a l'esprit, qui a l'idéal et qui veut que ça change et qui fera tout pour que ça change. M5, c'est aussi le Malien de la diaspora qu'on n'entend pas toujours. Oui, on parle de l'organe M5. Donc, l'organe M5 aujourd'hui, tel qu'il est traversé, c'est prévisible. Et moi, je l'avais annoncé à un moment, et je vais vous faire une confidence, je l'avais annoncé que tant qu'on n'essaie pas de structurer, de dire clairement les choses, il y aura toujours des incompréhensions. Mais je vais vous dire aussi quelque chose au sein des M5. J'avais dit un moment, avant le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, j'avais posé cette question au sein du comité stratégique, qu'on définisse vraiment la mission du M5, essentiellement. D'accord. Est-ce que M5, si on se met d'accord, si c'est pour renverser le régime d'Ibeka comme les Chahana l'avaient fait avec Moussa Traoré, et on s'arrête là, la relève, on laisse. On est là et on se transforme en veille citoyenne. La transition, allez-y, non, parce que la deuxième question, c'est... Et deuxièmement, est-ce que M5 est une entité politique et qu'on est là pour conquérir le pouvoir? Oui, est-ce que vos aspirations sont prises en compte aujourd'hui par la transition? Est-ce que les aspirations... Avec son objectif, on ne peut pas en vouloir. Les grandes qui ont cherché le pouvoir, on ne peut pas... Si vous pouvez être concis vraiment dans la réponse, ça me permet de gagner du temps. Les grandes aspirations du M5 sont prises en compte aujourd'hui par la transition? La première aspiration du M5 qui a la lutte contre la corruption, elle n'est pas atteinte. En tout cas, moi, je suis venu dans M5 avec cette entité, avec cet esprit qui est de lutter contre la corruption. Elle est loin d'être atteinte. Deuxièmement, est-ce que je trouve au moins sur la voie? Oui, les bases d'un nouveau Mali sont... Parce qu'on ne peut pas dire que c'est atteint, mais qu'est-ce que le cheminement... Qu'est-ce qu'on appelle la voie si on ne met pas en place, par exemple, un système qui empêche de voler? Il n'y en a pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait depuis 18 mois ou 20 mois qui fait qu'aujourd'hui, on peut empêcher un Malien de voler? Il n'y en a pas. Il faut dire la vérité. Pour la dernière et peut-être que ça va venir. Je pense que la deuxième chose, je parle des paysans, des agriculteurs. J'avais demandé à ce qu'on mette en place un plan d'urgence agricole au Mali. Il faut réformer l'agriculture, il faut réformer l'éducation. Il faut avoir le courage, cette transition, de s'attaquer. On parle des grandes réformes. Donc vous êtes pour 5 ans alors? Non, pas pour 5 ans. Non, on peut faire ce travail-là en une année et demie. Il faut s'y mettre. Allez-y, Chara, pour la dernière question de l'émission, professeur. Il faut s'attaquer à l'école malienne. En tout cas, pas dans sa totalité, on ne peut pas tout changer. Mais poser les jalons, juste les jalons, pour dire qu'on fait bouger les lignes. Il faut poser les jalons de la justice malienne, et même si on ne fait pas tout, de dire on a commencé quelque chose, et ceux qui viendront après vont continuer. Si on ne commence pas quelque chose, si on reste dans le discours, si on reste dans les attaques, si on reste dans les dénonciations, dans les renonciations, on n'arrivera pas. Allez-y, Chana, pour la dernière question de l'émission. Professeur, j'ai la dernière question de l'émission. Aujourd'hui, dans le pays, tout va mal. Au plan sécuritaire, où nous avons des éléments d'appréciation avec l'équipement de l'armée, là également, tous les jours, il y a des hommes qui tombent, hélas. Des gens qui tombent, hélas. Et le principal blocage pour véritablement trouver le bon départ, c'est les sanctions qui frappent notre pays. Et il se trouve que les autorités ne font rien pour que ces sanctions puissent être levées. Quel est votre regard sur cette situation? Vous savez, Assimi a dit que s'il échoue, c'est la jeunesse malienne qui échoue. Alors cette jeunesse, elle représente 77% de la population malienne. Donc ça veut dire que s'il échoue, c'est tout le peuple malien qui échoue. Il faut qu'aujourd'hui, les dirigeants, les responsables de la transition s'assument, qu'on trouve une solution. Qu'on trouve une solution, ça veut dire qu'à un moment, il faut prendre sur soi et dire qu'on fait ça pour le peuple et non pas pour nous-mêmes. Et si aujourd'hui la sanction, le lever de la sanction doit passer par le sacrifice de soi, qu'ils acceptent de le faire parce qu'ils sont là pour le peuple. Et que l'histoire jugera tout le monde. Et à force de faire le bras de fer et de dire que nous, on est des descendants de Sundiata, nous, on est des descendants de Damozon, Sonia Libert et Firoun, etc. Donc moi je pense qu'à un moment, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est Chahana, c'est M. Keïta, c'est Sidibé, c'est Clément, ce sont les Koulibaly qui sont là aujourd'hui, nous sommes en 2022. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour que le Malien lambda puisse
manger 3 fois par jour, que le Malien lambda puisse vivre dans la sécurité, le Malien lambda puisse se dire que quelque chose se passe positivement au Mali. C'est la vraie question aujourd'hui et cette réponse appartient aux dirigeants de la transition qui doivent s'assumer. Et ça ne va rien leur coûter de dire un moment, nous faisons le don de nous-mêmes pour sauver le Mali. Professeur, dernière véritable question. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de Dr Choguel Kokala Maïga à la primature en 30 secondes? Alors, en 30 secondes, Choguel a fait une très bonne chose. Il a élevé cette conscience populaire chez les Maliens, cet amour chez les Maliens. Moi, j'apprécie ça chez lui, qu'il est parti à New York pour dire qu'on a été à un moment donné en plein vol, mais bon, je résume son discours, et que la France n'a pas fait son travail, et ça a ressuscité chez le Malien ses sentiments nationalistes. Choguel a permis aussi de découvrir qu'il y a encore cette vieille rancune, cette guéguerre entre les générations 91, parce qu'il en fait partie. Et Choguel a permis aussi de comprendre que, intellectuellement, qu'on peut tenir un discours loin de la réalité sociologique et qui peut marcher pendant quelques mois. Si je dois faire le bilan de Choguel, son bilan c'est de rassembler une partie des Maliens dans une ferveur nationaliste, mais si je dois aussi regarder de l'autre côté, c'est que Choguel, malheureusement, a divisé une partie des Maliens, a frustré une partie des Maliens, et c'est dommage parce qu'il avait l'occasion de rassembler... Vous lui attribuez combien comme note? Moi, je ne m'appelle pas Noussar. Et Noussar qui n'est pas du tout un enseignant qui note. Moi, je ne note pas les gens. Et moi, j'apprécie. Je ne fais pas de notation, je fais l'appréciation. Je pense que Choguel, il a encore l'occasion, s'il veut vraiment sortir grand dans cette aventure, de rassembler encore et de faire beaucoup d'humilité. Je pense que ces derniers temps, je remarque qu'il est plus humble, il s'est beaucoup adouci. Il a intérêt, parce que le plus grand perdant dans cette histoire, c'est Choguel Kokala Maïga. Et lui, s'il est plus intelligent, s'il est encore plus intelligent, il a intérêt à rassembler les Maliens, à se positionner, parce que je pense qu'il est en train de brûler sa propre case. Et il faut qu'il cesse l'offensive, il faut qu'il cesse et qu'il rassemble les Maliens, qu'il montre qu'il est vraiment le leader qui peut rassembler. C'est sur cette note que le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Ce que tu appelles secret qui n'en est pas un en réalité. Bon, moi, je pense qu'en réalité, j'ai beaucoup d'appréhension sur ces doctrines. D'abord, sa doctrine sur... Je l'ai écouté, ça m'a inspiré beaucoup de réserves sur la lutte contre la corruption, qui est sa raison d'être d'ailleurs. Sa principale raison d'être, c'est la scène publique. J'en ai également sur son approche de ce qu'est l'état de droit, parce que j'ai l'impression qu'il crache sur l'état de droit. C'est des concepts qui ne l'intéressent pas. Et néanmoins, je l'ai attendu ici pour signer son retour sur la scène, après une longue absence. Et je pense que c'est un retour quelque peu réussi, puisqu'il est revenu avec le même courage de ses idées, qu'il exprime avec beaucoup d'entre-gens. Et j'aime bien ça, il faut un peu de la poigne et que les vérités soient dites de la sorte. Et il l'a signé aussi avec une dose de sagesse, puisque je l'ai écouté faire une bonne synthèse de la gestion de Choguel. C'est une synthèse qui m'a un peu quand même émerveillé. Et je pense qu'il mérite d'être acquitté aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vraiment présenter mes condoléances suite au décès de sa maman. Merci. J'ai senti qu'il a été trop affecté par ce décès. C'est tout à fait normal. Une mère, c'est une mère. Oui. Une mère, c'est une mère. Beaucoup de courage. Merci. Cela dit, je pense que nous avons retrouvé le Clément engagé, déterminé. Parce qu'il fait don de soi. Voilà un jeune de Bankouni, un quartier populaire de Bamako, qui s'est battu avec ses propres moyens, qui s'est forgé une personnalité et qui aujourd'hui est en train de se battre pour le peuple. Parce que la corruption, c'est un monstre. Tout le monde en parle. Il va au charbon, il prend des coups, il interpelle
les uns et les autres. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils travaillent pour mettre certains en prison. Et c'est mal vu dans notre société. Oui. Que quelqu'un puisse œuvrer pour conduire son prochain en prison. Vraiment, dans notre société, souvent, c'est inacceptable. Hein? On ne peut pas le comprendre. Donc, vous êtes en train de faire une tâche ingrate. Vous le faites pour la République, vous le faites pour le pays, vous le faites au nom de la démocratie. Vraiment, il est dans une mission noble et Clément doit être encouragé, il doit être protégé, il doit être soutenu. Il doit être soutenu. Et il n'est pas dans la langue de bois, même si je constate que par rapport à son regard concernant Choguel, oui. Il a mis un peu d'eau dans son gingembre oui. Pour parler comme Alassane Draman Ouattara. Oui. Je ne sais pas, parce que des gens comme Etienne, hommage à Etienne Fakaba Sissoko, qui pour une expression libre se trouvait en prison, je pense que peut-être à cause de Etienne et d'autres cas, on n'a pas trouvé le même verbe. D'accord. Qu'on lui connaît. D'accord. Mais c'est compréhensible. Souvent dans la lutte, il faut savoir s'arrêter. D'accord. Il faut faire attention. Okay. Parce que c'est quand on est libre qu'on peut lutter, oui. Qu'on peut se battre. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc tu es en train de m'interrompre. Oui. Tu es en train de m'empêcher d'aller plus haut. Oui. Donc vraiment sur ce, je pense que sur la base de ce que je viens de dire, le verdict est connu. C'est vraiment un acquittement. Engagé, c'est le temps qui t'empêche pas. Engagé, déterminé, retour reçu, dose de sagesse. Ce sont entre autres expressions prendre la responsabilité de tes acquittements. J'ai noté après les deux réquisitoires. Donc, en tout cas, le public ne va pas attendre de moi de maintenir en tout cas un accusé engagé, déterminé, qui a gagné en sagesse et qui a reçu en tout cas son retour. Donc à l'unanimité, professeur Clément, le jury a décidé de vous libérer des liens de l'accusation. Vous pouvez aller regagner vos camarades de la plateforme pour continuer à mener la lutte contre la corruption et le chômage. Derrière moi, 10 secondes. Je dirais moi que les Maliens prennent conscience de ce que nous traversons aujourd'hui, qu'on arrête cette forme d'hypocrisie, de suivisme aujourd'hui et cet aveuglement. La propagande n'a jamais gagné, elle n'est qu'un effet de mode. Et que le mensonge d'État finit toujours par être payé très cher par ceux qui l'engagent. D'accord. Faisons attention. Ok. En train de relancer le débat. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité le professeur Clément Damelé. Il est le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. Encore une fois, clin d'œil à toute cette brave population du côté de Bangoni dans le district de Bamako.